Bonjour à tous. Donc, je suis Jean-Frédéric Terral, je suis enseignant-chercheur à l'Université Montpellier 2. J'enseigne la botanique, l'écologie et la biologie. Et j'ai été nommé aujourd'hui pour chauffer la salle. Et donc, vous parlez avec mon collègue Laurent Boubi, qui n'est pas là, mais que j'associe parce que c'est un archéobotaniste qui compte beaucoup dans nos recherches. Donc, vous parlez de quelques traits permettant de différencier la vigne sauvage et la vigne domestiquée, donc les cépages. Et vous parlez aussi un petit peu de méthode qui permet d'en savoir plus sur les origines de la vigne et sur l'histoire de sa domestication. Voilà. Donc je vais commencer par la vigne et son étonnante diversité, enfin on peut dire une exceptionnelle diversité qui constitue un patrimoine biologique mondial de premier plan. J'ai représenté ici, je vous ai collé des images concernant des grappes qui montrent des différences de taille, de forme, de grappes, de grains, de coloration. Donc un tout petit échantillonnage de la vigne, en fait, qui comprend plus de 6000 cépages répertoriés, reconnus par l'Organisme international de la vigne. On présume qu'il y a de 6000 à 10 000 cépages répartis de par le monde. Donc la vigne est cultivée depuis l'Australie jusqu'aux États-Unis, en passant par des contrées assez étonnantes comme la Thaïlande, la Chine et même le Brésil. Et j'aurais pu aussi vous montrer des images de paysages, d'environnement, de techniques de culture, de modes de conduite, donc pour expliciter cette diversité. Bon, dans cette diversité, en fait, 10%, voire un peu moins de 10% des cépages constituent 80% de la production de fruits de table, de fruits qui sont destinés au vin, et de cépages qui ont les deux vocations. Chose aussi étonnante, c'est que la Géorgie, c'est le pays qui comprend le plus de variétés reconnues par l'OIV, donc c'est un hotspot de biodiversité, comme on dit. La Géorgie comprend plus de 500 cépages répertoriés, donc c'est assez exceptionnel pour ce petit pays. Alors, dans cette grande diversité, grâce au progrès de la génétique, on travaille maintenant sur, bien que je ne sois pas généticien, mais on travaille sur la diversité génétique de la vigne, et notamment des études sont réalisées pour étudier la généalogie de ces cépages. Je vous donne une image ici de l'étude de pédigré, qui font référence ici à des variétés qui sont des cépages qui sont très connus, des cépages qui sont plutôt aquitains, bordelais, comme le merlot noir, qui est originaire d'un croisement entre le cabernet franc, donc bien connu pour ses vocations positives pour la santé, et notre cépage, la Madeleine noire des Charentes, qui est un cépage qui a été découvert très récemment. Et en étudiant la génétique de ces variétés, on s'est rendu compte que le merlot admettait deux parents, le cabernet franc et la Madeleine noire. Alors, dans ce graphique de pédigré, on a aussi une variété, un cépage qui est le gouais blanc, qui est un cépage qui n'est plus cultivé de nos jours, que l'on ne retrouve que dans des conservatoires et qui est à l'origine d'une foule de variétés, d'une foule de cépages. Ainsi, le croisement entre le très connu pinot noir et le gouais blanc a donné beaucoup de cépages bourguignons et champenois. Enfin, il y a une très grande relation en termes de diversité entre ces deux terroirs viticoles, et notamment le melon, le chardonnay, l'auxerrois, l'aligoté, donc des cépages qui doivent vous parler. Alors, l'ensemble du patrimoine variétal de la vigne admet un seul et unique, on en reparlera peut-être un petit peu après pour quelques précisions, mais un seul et unique ancêtre qui est la vigne sauvage, de sorte que au sein de la vigne, on distingue deux sous-espèces, la vigne sauvage ou lambrusque, Vitis vinifera sylvestris, et l'ensemble des cépages, Vitis vinifera
vinifera ou sativa. Donc cette vigne sauvage que l'on trouve depuis la partie ouest de l'Himalaya jusqu'à l'Atlantique se distribue, on voit ici, tout autour de la Méditerranée, ici, entre le 43e et 49e parallèle, et se répartit de niveau de la mer jusqu'à 1000 mètres d'altitude. Alors cette vigne sauvage est en très très forte régression. Lorsqu'on parcourt son aire de distribution potentielle, on se rend compte que l'aire de distribution est constituée par une mosaïque de populations, donc des populations disparates qui sont séparées. Donc l'aire de répartition est très morcelée. Et cette vigne sauvage est en très très forte régression. Et on peut imaginer que sa très forte régression, en tout cas, elle a payé un très lourd tribut lors de l'introduction depuis l'Amérique du Nord de pathogènes tels que le phylloxéra ou le mildiou, c'est-à-dire dans les milieux du XIXe siècle. Alors, certaines populations qui sont répertoriées comprennent moins de 10 individus. Donc, cette sous-espèce est soumise ici à des précautions, effectivement, d'études et de prélèvements. Alors, on la trouve, en fait, il s'agit d'une plante qui est héliophile, donc qui aime la lumière, et on la trouve généralement en lisière de forêt. Alors, sur votre droite, ici, des forêts décidues qu'on peut trouver dans le Tarn, dans une zone aussi viticole. En lisière de forêt sclérophile, donc plutôt on se situe ici dans le domaine de la garrigue méditerranéenne, donc par chez moi. Et à gauche, ici, on va le trouver aussi dans des zones plus ripicoles, donc au bord des rivières, dont la vigne sauvage constitue un des éléments des forêts riveraines. Donc pour deux illustrations, en Turquie ou au Maroc. Alors maintenant que je vous ai présenté les deux sous-espèces, nous allons voir les caractères qui permettent de les différencier, dont la transition de sauvage à domestiqué a induit un certain nombre de changements morphologiques et physiologiques. Donc nous allons définir quelques traits spécifiques qui permettent de distinguer les deux sous-espèces. Et donc le premier trait correspond à la taille et à la morphologie générale de la feuille. Bon, vous voyez que la feuille de vigne sauvage est à 5 lobes, ici, comprenant quelques sinus, donc sinus relativement prononcés. Et au cours de la domestication, en fait, un des changements, c'est l'augmentation de la taille de la feuille et le fait que le limbe de la feuille soit beaucoup plus découpé, avec des sinus généralement beaucoup plus prononcés. On a aussi un changement morphologique au niveau des fruits et de l'infrutescence, donc de la grappe. Vous voyez ici que la différence significative, c'est l'existence d'un côté, du côté de la vigne sauvage, de grappes qui sont relativement lâches, avec des fruits qui ne sont pas toujours jointifs, alors que du côté de la vigne domestiquée, les grappes sont de très grande taille, les fruits sont évidemment très grands, et les fruits sont au contact les uns aux autres. On rajoutera un caractère lié à la maturité. Généralement, pour la vigne cultivée, donc les cépages, tous les fruits arrivent à peu près au même moment à maturité, alors que les grappes de vigne sauvage, on va trouver sur certaines grappes différents stades de maturité. Mais il existe deux autres caractères qui permettent de les différencier, qui sont les plus performants en tout cas. L'un est lié à la fleur et l'autre est lié à la graine. Donc on se situe au niveau du système de reproduction, ici. Chez la vigne sauvage, la vigne sauvage est en tout cas une espèce qui est dioïque, c'est-à-dire que les sexes sont distincts sur des individus séparés, donc il existe des individus mâles et des individus femelles, alors que chez la vigne cultivée, chez les cépages, les fleurs sont hermaphrodites, donc les deux sexes sont positionnés sur la même fleur. C'est en fait un peu plus compliqué que cela. Vous avez une représentation des fleurs de vignes sauvages, de vignes domestiquées. Donc sur votre gauche, on repère parfaitement la fleur avec la partie femelle, le gynécée et les étamines, et des fleurs mâles et des fleurs femelles, sur lesquelles, si on regarde bien, je ne sais pas si vous voyez bien de là-haut, mais bon, les fleurs mâles possèdent une petite partie apicale ici, qui est un ovaire qui ne s'est pas développé.
Donc il y a une potentialité de fabriquer, de mettre en place la partie femelle. Et du côté des femelles, des fleurs femelles, on voit donc ici cette partie proéminente qui est le gynécée, donc le pistil, et l'existence d'étamines qui contiennent du pollen, mais ces étamines produisent très peu de pollen et ce pollen n'est pas très viable. Et on a effectué des expériences de germination qui ont bien démontré que le pollen de fleurs femelles a du mal à germer. Donc vous voyez que la diécie n'est pas aussi simple que ça. En fait, ce qui s'est passé au cours de la domestication, c'est la génétique qui nous a donné des réponses. En fait, donc, effectivement, c'est un mécanisme génétique qui a permis à des fleurs mâles féminisées de passer à l'état hermaphrodite. Enfin, le dernier caractère, et c'est celui qu'on va plus utiliser dans les diapositives suivantes, ce caractère est relatif à la structure de la graine, donc appelée communément le pépin. Alors on ne voit pas trop de différence en termes de taille. Effectivement, le pépin de vigne sauvage est plus petit que le pépin de vigne cultivé, donc des cépages. Mais il y a un caractère très intéressant qui est ici, non pas la base du pépin comme c'est représenté ici, mais plutôt, pas l'apex du pépin, pardon, mais la base du pépin, que l'on appelle le bec. Et de manière très significative, la taille du bec chez la vigne sauvage est inférieure à la taille du bec chez la vigne cultivée. Donc un petit bec pour les sauvages et un long bec ici pour les cultivés. Alors d'autres caractères sont à ajouter, et notamment la couleur. Alors d'après les dernières études, toujours de génétique, ces dernières études montrent que chez la vigne sauvage, la coloration du fruit est exclusivement noire. Voilà. Et c'est qu'au cours de la domestication qu'ont apparu des couleurs différentes, donc du blanc ou du gris, du rose, du violet. Et donc il s'agit dans ce cas-là de mutants. J'ai pris l'exemple du pinot, encore le pinot qui est très connu. L'exemple de mutants, donc à partir le pinot noir aurait donné des mutants blancs et gris qui auraient été sélectionnés pour former des cépages différents. En fait, d'un point de vue génétique, leur proximité est absolue. En tout cas, il s'agit de la même chose, différents mutants. En fait, il s'agit aussi là d'un mécanisme génétique qui est lié, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait qui est lié à un élément dans une séquence de gènes qui va inhiber la production, enfin inhiber la synthèse des anthocyanes, donc les pigments qui sont responsables de la coloration de la peau, de la pellicule du pinot. Alors soit l'inhibition est totale et va donner du pinot blanc, soit elle est partielle, elle va donner du pinot gris. On rajoutera l'acidité du jus, bon, qui est un peu plus physiologique ou organoleptique, effectivement. Mais bon, j'ai parcouru pas mal l'aire de distribution de la vigne sauvage et j'ai pu évidemment goûter des fruits de lambrusque. Et on trouve des lambrusques qui ont un goût sucré. Bon, il n'y a pas beaucoup de chair, c'est pas génial, mais c'est pas toujours plus acide que les cépages, en tout cas tel que c'est écrit dans la littérature. Passons maintenant à l'histoire, un petit peu d'histoire de la vigne, à l'origine et à la diffusion de la vigne. Et il est admis que le foyer de domestication primaire de la vigne se situe dans cette zone-là, grosso modo une zone transcaucasienne, située aux confins de la mer Noire et de la mer Caspienne, donc touche la Turquie, le sud de l'Arménie, la Géorgie jusqu'au nord de l'Iran. C'est dans cette zone-là qu'aurait été domestiquée pour la première fois la vigne, et à partir de là, la vigne cultivée aurait diffusé, ce qui va nous intéresser aussi, est grandement diffusé d'est en ouest, donc pour regarder depuis 6000, 5000 avant notre ère, pour arriver enfin à 600 avant notre ère, donc au moment de l'installation des Phocéens en Gaule, et donc la création de Marseille. Voilà.
Et donc sur ce chemin, effectivement, sur ce parcours, la vigne a emprunté diverses voies de diffusion. Une des plus importantes, évidemment, passe par la Grèce. Et à chaque étape de la vigne, on peut imaginer que les cépages qui ont été promenés et implantés ont pu se croiser avec des formes locales, sauvages certainement, peut-être déjà domestiquées. Et donc, autant la Grèce que pourquoi pas le sud de la France ou le nord de la France ont pu constituer des centres de domestication secondaire. Mais en tout cas, ce qui est admis par la génétique, c'est que, tout comme l'olivier, la plus grande diversité provient de l'est de cette ère de domestication. Évidemment, d'autres voies ont été empruntées plus vers l'est, et on imagine aussi, et c'est très clair, j'ai visité des vignobles en Turquie dans lesquels on trouvait de la syrah, du pinot, donc évidemment des cépages sont repartis en direction du centre primaire de domestication. Alors, comment on a pu progresser dans notre connaissance de l'histoire de la vigne? Évidemment grâce à l'archéologie, mais aussi grâce à l'archéobotanique, qui est une discipline qui se situe à la transition, à l'interface entre la biologie et l'écologie. Donc il y a botanique à l'intérieur, et l'archéologie. Donc les archéobotanistes doivent avoir une espèce de double casquette. Voilà, et souvent, par rapport à nos instances, nos tutelles, quand on est archéobotaniste, on n'est pas très très bien positionné. Mais en tout cas, d'un point de vue pratique, l'archéobotaniste étudie les restes subfossiles, donc ils ne sont pas tout à fait fossilisés parce qu'ils sont conservés par d'autres agents, d'autres manières. Ces restes subfossiles qui sont mis au jour lors des fouilles de sites archéologiques. Donc, rapidement, je vais vous présenter quelques types de restes. Dans les sites archéologiques, donc des restes biologiques, on peut distinguer des macro-restes et des micro-restes. Parmi les macro-restes, on trouve des graines et des fruits, que l'on nomme des carporestes, et sont étudiés par des carpologues. On trouve aussi du bois et des charbons de bois, qui sont étudiés par des xylologues et des anthracologues. On trouve aussi des micro-restes, donc un peu plus rarement selon les contextes. Il faut qu'il y ait une certaine acidité du sol pour que pollen et spores soient conservés. Mais on peut trouver aussi des phytolithes. Bon, les phytolithes sont des petits restes de silice. Enfin, tous ces restes-là, lorsqu'ils sont étudiés, ils contribuent à la connaissance des environnements passés. Donc, à travers certains assemblages botaniques, on va faire de la paléoécologie, mais ils nous renseignent aussi sur des aspects paléoethnobotaniques et de paléoéconomie. Voilà. Donc, vous voyez que grâce à l'archéobotanique, on peut toucher à l'écologie du passé, à des aspects environnementaux, mais aussi des aspects anthropologiques très intéressants. Alors, on travaille de cette façon lors des fouilles archéologiques. Généralement, l'archéobotaniste est présent à plusieurs étapes de la fouille. Donc, la fouille qui met au jour de ces restes biologiques, qui sont identifiés très souvent d'une manière très très précise, jusqu'à l'échelle de l'espèce. Et l'interprétation de leur découverte est remise dans un contexte qui est chronologique, évidemment, parce que ces restes sont datés au carbone 14, et datés de manière relative aussi, et réinterprétés à la lumière d'autres éléments, qui sont des éléments de la fouille, qui sont d'autres artefacts, pourquoi pas de la poterie, de la monnaie, du matériel lithique, etc. etc. Donc, l'archéobotanique interprétait les résultats au regard de l'identification biologique du reste, mais également au regard de la fouille, et donc d'éléments chronologiques, spatiaux, techno-écologiques, culturels, de civilisation, etc., etc. Alors, quels sont les restes de vigne que l'on retrouve ? On retrouve plus rarement des pollens, des grains de pollen ici que l'on peut identifier facilement, sauf qu'on ne peut pas, en l'état actuel des recherches, distinguer des pollens de vignes sauvages de pollens de vignes cultivées.
On trouve aussi des charbons de bois. Et les charbons de bois, ici vous avez une image, en microscopie, d'une coupe transversale d'un charbon de bois de sarment, donc d'un axe de l'année, ici, sur lequel qu'on peut observer en microscopie à transmission et sur lequel on observe parfaitement l'anatomie qui est conservée. Donc l'anatomie du bois originel est conservée après carbonisation. Et le xylologue ou l'anthracologue connaît une diversité d'espèces et sait identifier la vigne parmi d'autres espèces. Et bon, on étudie actuellement les différences qui peuvent exister entre la vigne sauvage et la vigne domestiquée, en sachant qu'à partir de l'anatomie du bois, on ne va pas mettre en évidence de syndrome de domestication, mais en fait, ce qui varie dans l'anatomie du bois de la vigne, c'est lié à des différences d'environnement. Donc d'un côté en sauvage, en conditions sauvages, et de l'autre côté pour la vigne cultivée en conditions de culture. Voilà. Mais c'est une voie secondaire pour arriver à progresser sur l'histoire de la vigne et de la viticulture. Alors pour l'instant, les meilleurs restes archéobotaniques sont des pépins, donc des carporestes, qui sont conservés, donc subfossilisés selon 3 modes. Conservés, on les trouve sous forme carbonisée, sur des sites qui ont souvent été incendiés ou bien des grains qui ont été jetés au feu. Des restes qui sont minéralisés dans certains contextes, des contextes dans des zones semi-arides ou arides. Donc très rapidement, ils ont été minéralisés. Mais les meilleurs pépins que l'on puisse étudier sont des pépins qui sont conservés par imbibition dans des milieux gorgés d'eau. Et je vous montrerai tout à l'heure un exemple, tel que des puits donc, qui ont été comblés et qui ont emprisonné des pépins. Et à la fouille, on peut récupérer ces pépins qui quelquefois, possèdent encore de la pulpe. Et de la pulpe depuis 2000 ans, donc ce sont des restes de premier ordre. Alors, si on parle de l'histoire de la vigne, on va commencer par la sortie des périodes glaciaires. Donc on se situe au Mésolithique, ici, sur un site, on pris exemple du site de Labrador dans l'Hérault, dont la fouille a montré que la vigne était l'une des espèces fruitières qui était collectée par les hommes de l'époque et consommée. Donc vous avez sur votre gauche un assemblage ici d'espèces, du noisetier, du merisier, prunelier, vigne sauvage, etc., qui étaient collectés dans la nature et consommés. Et la vigne sauvage en fait partie. Vous avez quelques restes ici carbonisés de vigne sauvage. Donc, avant la culture ou l'avènement de la domestication de la vigne était déjà collectée dans la nature. Bon, j'ai pris l'exemple de Labrador, mais partout sur son aire de distribution. Pour les premiers indices pas de domestication cette fois-ci, vous allez voir que c'est plutôt indirect, mais en fait, les traces les plus anciennes qui ont été interprétées comme probablement de la protoculture ou de la prédomestication concernent des sites de la zone transcaucasienne, et notamment ces 3 sites-là, situés en Iran, en Géorgie ou en Arménie, et dans lesquels, enfin, notamment un, qui a été rendu célèbre par McGovern. Dans ce site-là, on a trouvé des jarres qui contenaient des résidus, et ces résidus ont été analysés comme des résidus d'acide tartrique, donc un produit de la vinification. Donc ici, on a la mise en évidence de premiers signes de transformation, des traces de vinification très précoces, mais en tout cas, on ne peut pas considérer ce signe-là comme un indice de mise en culture ou de domestication, parce qu'effectivement, on peut faire du vin de manière consciente ou non intentionnelle avec de la vigne sauvage. Alors cette notion, ça renvoie, pour ceux qui étaient là hier, à des notions, enfin on parle d'exploitation, de gestion, de culture, de domestication. Il faudra toujours faire attention à ne pas rendre synonyme les notions de culture et de domestication, tout simplement parce qu'on peut cultiver une plante qui est sauvage. Donc,
la question se pose, on va progresser parce que nous disposons de matériel archéologique dans cette zone-là. La vigne était-elle déjà cultivée à cette époque-là, domestiquée? On le présume, mais on n'a pas encore des preuves tangibles. Et si on progresse vers l'ouest, on va se retrouver au néolithique dans le nord de la Grèce, où l'on a trouvé dans un site, dans Dikilitash, au néolithique final, un ensemble carpologique impressionnant qui comprend énormément de pépins, qui présente une morphologie sauvage, donc ce petit bec présent qui permet de différencier de pépins de cépage. Et là, très clairement, parce qu'on trouve des pépins, parce qu'on trouve des restes de peau qui ont été carbonisés, des restes de rafles, donc les infrutescences, des pédoncules. En fait, on a tous les éléments pour essayer pour mettre l'hypothèse, donc poser l'hypothèse de restes de pressurage. Voilà. Et avec ces restes-là, on a trouvé des jarres, donc du matériel qui pouvait contenir du jus ou du vin. Donc on se situe ici, à la transition 4e et 3e millénaire avant notre ère. Et le pépin, donc le pépin qui présente la caractéristique domestique, n'apparaît véritablement, est attesté en Grèce qu'au 3e millénaire BC. Vous voyez que le long de mon parcours d'est en ouest, je me rapproche progressivement, je change de période chronologique. Donc il y a quand même une certaine cohérence. Et on trouve des traces à la fin du 3e millénaire avant notre ère de premiers sites d'installations viticoles. Donc on a toutes les installations pour stocker, produire, transformer du vin. Donc ceci en Crète. On va progresser évidemment en se rapprochant de chez nous et notamment de la Gaule à une période, donc on se situe quelques siècles avant le début de notre ère. On se situe donc en Gaule qui est sous influence donc, de 700 de pas mal de cultures, de civilisations, sous influence des Étrusques. Sous les influences, donc les Étrusques étaient situés en Italie, donc il y avait une aire d'influence relativement large à l'ouest de la Méditerranée, mais également sous influence phénicienne. Donc on voit les Phéniciens ici qui partirent de là et ils sont connus pour commercer partout en Méditerranée et même au-delà, parce qu'ils sont allés en Atlantique, plus au nord et même plus au sud. Et puis ensuite, sous influence évidemment romaine. Et la période charnière se situe à la fondation de Marseille, donc à 600 BC. Avant la fondation de Marseille, on sait que la Gaule connaît le vin et sous influence étrusque, boit du vin, en fait s'enivre surtout à la bière, mais boit du vin et le boit coupé avec de l'eau. Et donc c'est du vin qui est importé d'Italie par les Étrusques et on a des attestations nombreuses d'amphores qui ont été amenés depuis l'Italie. Mais bon, les Grecs débarquent à Marseille, fondent Marseille, et c'est à partir de là que progressivement la dynamique va s'inverser et on va commencer à cultiver de manière intensive la vigne. Et pour preuve, à la fouille, des traces de plantation. Donc vous voyez ces lignes-là, et lorsqu'on le regarde de plus près, on arrive à voir à la fouille, au décapage de la fouille, les traces de plantations de vignes qui correspondent à un écartement qui existe toujours aujourd'hui. Et en plus, quelquefois, on trouve des fosses qui sont perpendiculaires et qui ont été interprétées comme des fosses de provignage. En effet, il suffit de prendre un rameau de vigne, le remettre dans le sol pour que ce rameau de vigne puisse marcoter, donc produire des racines. Il suffit de le déconnecter de son individu originel pour pouvoir le replanter ailleurs. Donc on a beaucoup d'éléments sur l'arboriculture fruitière et en particulier sur la vigne qui voit développer ces vignobles donc, très rapidement, et ces vignobles vont encore plus se développer lors de la colonisation de la Gaule par les Romains, tout simplement parce que on le sait, parce que la dynamique va s'inverser, c'est-à-dire qu'on va produire beaucoup de vin et qu'on va en vendre à Rome. Vous voyez que la dynamique s'inverse et on va même concurrencer les vignobles romains.
Alors, on a des sites, effectivement, au-delà de la fouille archéologique, on a des sites qui sont nombreux où on retrouve des résidus de pressurage aux abords de Marseille. Donc, toujours pareil, de la peau, des pépins, des restes de rafles, beaucoup de pédoncules. Donc, tout un ensemble qui correspond au pressurage de la vigne. Alors, on a parlé de sauvage et de cultivé. Effectivement, on a voulu en savoir plus. On a travaillé sur la morphologie et notre objectif, ça a été non plus de s'arrêter à la taille du bec qui permettait de différencier vignes sauvages et vignes domestiquées, mais d'essayer d'en savoir plus sur la morphologie globale, essayer de voir si on ne pouvait pas distinguer des ensembles plus précis. Donc nous avons mis une méthode au point que je vais décrire très rapidement. L'idée, c'était de mettre au point des nouveaux descripteurs morphologiques, tester leur résolution au regard d'autres données, et en particulier des données génétiques. Je vous ai montré des données de pédigré tout à l'heure. Pour comprendre aussi, effectivement, un aspect biologique ou évolutif de la chose, pas seulement historique, des changements intervenus au cours de la domestication. Donc je vous ai mis un petit 5 exemples pour montrer la morphologie d'une vigne, de pépins de vigne sauvage sur votre gauche, et à droite des cépages. Le tout, il faut savoir que leur taille a été standardisée, donc ils possèdent tous la même taille, je ne vous donne pas c'était standardisé par la surface, pour vous montrer qu'en fait les différences sont d'ordre géométrique. Et effectivement, essayer d'appliquer notre méthode à du matériel archéologique pour effectuer une véritable étude archéobiologique, pour tenter d'identifier le matériel archéologique et pour en savoir plus sur la dynamique chronologique et géographique de l'agrobiodiversité de la vigne. Donc, effectivement, on travaille sur le pépin, sur deux faces, dorso-ventrale et latérale, enfin dorsale ou ventrale et latérale. Je vous ai replacé le pépin sur votre gauche, montrant que le bec, en fait, correspond à la zone d'attache de la graine au placenta que l'on trouve dans le fruit. Et nous avons travaillé sur une très grande collection. Là, malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'ajouter toutes les localités où on a collecté de la vigne sauvage. Donc, on a fait le tour de son aire de distribution depuis la Turquie et même la Géorgie, où on n'a pas j'ai pas noté les localités, jusqu'en Espagne, y compris jusqu'au Maroc. Et ensuite, notre collection a été amendée d'un très grand nombre de cépages qui proviennent de différentes localités, mais d'une en particulier, qui est située ici dans le sud de la France, dans l'Hérault, au bord de la mer, à Marseille-en-Plage, donc plutôt une station balnéaire, mais qui a la chance de posséder le plus grand conservatoire variétal de la vigne dans le monde. Et d'ailleurs, passer un petit message à tout le monde pour dire, si vous en entendez parler, manifestez-vous, parce que ce conservatoire variétal est en train d'être vendu et donc risque de disparaître. Mais bon, ce conservatoire variétal qui est le domaine de Vassal comprend des cépages qui sont francs de pied, donc ils ne sont pas greffés. Donc on ne peut pas, dans ce cas-là, on peut très bien comparer du matériel archéologique qui n'était probablement pas greffé, quoique, en tout cas, pas d'interaction dans ce cas-là, dans notre étude, entre un porte-greffe américain et un greffon européen. Nous avons travaillé, alors là on a une image sur quelques sites. Vous avez un exemple sur un site dans l'Hérault, dont on n'a pas, à cause de la lumière, on n'a pas une grande visibilité, mais bon, il s'agit d'un site qui a été décapé, qui comprend deux fermes qui possèdent tout l'attirail pour traiter la vigne, faire du vin, et qui comprend des puits qui ont été fouillés et qui regorgent de matériel archéologique et notamment des pépins de vigne. Et donc dans ce site-là, donc il comprend donc des aires de pressurage, des zones de pressurage, mais aussi aux abords de sites des traces de plantation. Nous avons donc utilisé le matériel archéobiologique, donc archéobotanique, et les pépins ici, donc qui sont gorgés d'eau, qui sont parfaitement conservés, pour les étudier et les comparer à un modèle de référence que l'on a mis en place.
Alors, pour aller vite sur notre méthode, il faut dire que nous avons étudié les contours à l'aide de la méthode des transformés elliptiques. On a travaillé aussi sur l'olivier, aussi sur le palmier en utilisant ces méthodes-là. En fait, il s'agissait de définir la géométrie du contour du pépin à l'aide d'équations un petit peu compliquées avec des sinus et des cosinus, à l'aide de représentations. Donc, si on fait le contour, si on trace le contour de pépin à l'aide de quelques points, on voit que lorsqu'on parcourt le contour, on peut le définir par des fonctions périodiques. Et donc, à partir de ces fonctions périodiques, un petit peu en mathématiques compliquées, on peut définir un certain nombre d'ellipses qui vont de proche en proche, en rajoutant des harmoniques, vont définir progressivement la structure du pépin. Le pépin qui est parfaitement représenté lorsqu'on arrive à 32 harmoniques. Derrière ces harmoniques, il existe 4 paramètres quantitatifs, ce qui fait des tableaux de données monstrueux, difficiles à gérer. Cela dit, nous nous sommes arrêtés à 6 harmoniques. Ça, c'est très important parce que lorsqu'on reconstitue le contour du pépin, on gagne en précision, mais aussi on crée de l'erreur. Et donc, à 6 harmoniques, on arrivait à un consensus entre le gain de précision pour représenter les pépins des cépages, mais aussi qu'on n'en ait pas trop d'erreurs. Mais bon, avec 6 harmoniques, on voit qu'on a déjà une représentation du contour de pépin. Dans ce cas-là, la taille est standardisée, donc les différences entre les pépins provenant de vignes sauvages et de vignes cultivées sont des différences de géométrie. Donc a priori, probablement pas liées à l'environnement, mais à d'autres caractéristiques. Alors, lorsqu'on a fait des études statistiques un petit peu pointues, sur lesquelles je ne vais pas rentrer dans les détails, ce que l'on arrive à voir et vérifier ce que je vous raconte depuis le début, c'est qu'on arrive à distinguer parfaitement un ensemble ici de lambrusques, de vignes sauvages, de cet ensemble ici qui est constitué par des cépages. Donc je vous ai représenté quelques pépins, plus leurs formes qui ont été reconstituées grâce à la méthode des transformés elliptiques de Fourier. Grosso modo, les sauvages dédomestiqués sont discriminés par l'existence d'un petit bec. On voit ici ce petit bec qui réapparaît. Et là, on a un bec un peu plus long, un peu plus gros, mais qui est variable, vous voyez, d'une variété à une autre. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe au sein d'un même compartiment. Et donc lié à la fois à la structure du pépin, du bec, et à la structure du corps. Une autre méthode de représenter cette disparité en termes morphologiques, c'est de faire un arbre qui est non enraciné dans ce cas-là, donc qui en fait, ce n'est pas une phylogénie, ni une classification, enfin quoique si, une classification liée avec des variations de distance morphologique. Et sur cet arbre-là, on retrouve ici ce groupe qui est constitué par les vignes sauvages, qui se discrimine de l'ensemble, vous voyez, beaucoup plus disparate, beaucoup plus diversifié qui correspond au cépage, et le taux de discrimination s'élève à 93 et quelques %. Donc on peut très très bien discriminer les deux, à savoir que dans les sauvages, on avait inclus des lambrusques post-culturales, c'est-à-dire, quelquefois, on a échantillonné des vignes qui étaient retournées à l'état sauvage, donc qui ne dérivent pas de sauvages, mais qui dérivent de cépages. Donc je pense que si on retire ces lambrusques post-culturales, le taux de discrimination est bien plus élevé. Alors ensuite, ce qui est intéressant de noter au sein des cépages, c'est qu'on va retrouver dans les mêmes groupes morphologiques des mutants liés à la couleur. Donc ce qui nous rassure, c'est que la couleur, la coloration, est vraiment liée à une mutation très spécifique. Alors, on ne voit pas très bien malheureusement, mais là on voit les mutants qui se retrouvent toujours dans les mêmes groupes. Donc ce qui permet de nous dire qu'on a probablement un modèle qui est relativement intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'on trouve dans des groupes morphologiques chez les cépages bien différenciés des lignées de cépages connus, donc mises en évidence par des études de pédigré, de généalogie. Et notamment, on va retrouver des groupes méridionaux. On va retrouver aussi ce groupe-là, qui est constitué par les descendants du pinot noir.
On va retrouver dans ce cas-là, juste à côté, le pinot noir, le chardonnay, melon, etc., etc. Donc une certaine homogénéité, cohérence liée avec l'histoire, en tout cas, de ces cépages. Ce que l'on retrouve aussi, cette fois-ci, dans le registre archéologique, donc on prend nos pépins, on les étudie, on lance, bon, je vous dis c'est assez trivial, mais bon, les résultats dans notre modèle de référence, et ensuite on les identifie, et on va retrouver plusieurs types. On va retrouver dans notre registre archéologique des sauvages et d'autres cépages, et notamment des groupes méridionaux et des groupes d'épinaux. Vous voyez que dans le sud de la France, on va trouver un ensemble, une grande diversité de groupes morphologiques. Une autre façon de représenter, c'est de montrer que dans notre compartiment archéologique, on va trouver une omniprésence dans les sites antiques, pas que dans ce site-là, de sauvages. On va trouver aussi pas mal de formes qui sont d'origine différente, donc des groupes qui sont plutôt des groupes de cépages qui sont du nord, des groupes qui sont plutôt méridionaux, et un ensemble de formes qui sont indéterminées parce que indéterminables, parce que lorsqu'on les a triés, on n'avait pas vu qu'ils étaient un petit peu déformés, mais d'autres qui sont des formes intermédiaires entre sauvages et domestiques, et intermédiaires entre formes domestiquées. Donc on peut imaginer que derrière tout ça, il y a des opérations de sélection et que certaines formes ici sont issues de croisements qui ont été dirigés par les populations du passé. Donc sur la droite, ici, des pépins archéologiques et pépins qui correspondent à des mêmes groupes. Vous voyez que c'est frappant de voir comment on a ce morphotype qui est conservé. Alors la question se pose sur l'omniprésence de la vigne. Était-ce vraiment une vigne sauvage? Est-ce que c'était des cépages primitifs, donc issus de première génération? Était-elle cueillie, intégrée dans le système agricole? Quel était le rôle dans l'amélioration variétale? Donc on a des hypothèses génétiques, effectivement ces fameux centres de domestication secondaire, où on peut imaginer que des variétés importées ont pu être croisées avec des sauvages locales, et donc à partir de là, on aurait pu faire de l'amélioration variétale, donc de la domestication. Donc des questions qui restent en suspens, et notamment, je vais passer très vite, des agronomes du Moyen-Âge qui décrivent la vigne sauvage et leur existence et leur utilisation. Donc je vais terminer sur quelques conclusions, et qu'on a aussi beaucoup de choses à découvrir sur l'agrobiodiversité de la vigne cultivée. On sait, et on le démontre, que la vigne a des origines multiples, en tout cas dans le sud de la France, que multiples par son héritage gallo-grec, mais probablement un rôle avec des formes autochtones, et évidemment le monde romain a une très très forte influence sur l'agrobiodiversité, sur sa domestication, évidemment, et donc on fait référence à des textes grecs ou latins, notamment Théophraste, Pline, ici, qui décrivent des sauvages, mais aussi des variétés de cuves, des variétés noires ou blanches, et qui font référence aussi à des noms, bon, Biturica, Allobrogica. Certains historiens ont essayé de trouver quel était le nom de la variété derrière tout ça. En fait, on n'en sait rien, mais progressivement, nous allons progresser grâce à l'archéologie, à l'archéobotanique, à la génétique, enfin tout un ensemble qui collabore pour aller un peu plus loin dans la connaissance de l'histoire de la vigne. Et donc je terminerai sur d'innombrables merci aux organisateurs, à des collègues divers et variés, de domaines différents. Et évidemment, merci à nos financeurs. Merci à vous. Bien, nous avons quelques minutes pour quelques questions. Bonjour et merci pour cet exposé. Vous semblez donc indiquer que la forme des pépins n'est pas d'origine environnementale, et donc probablement d'origine génétique, j'imagine. Et est-ce que ces gènes sont connus? Est-ce qu'il serait possible d'étudier pour voir si ces arbres, justement, on pourrait les rendre phylogénétiques en quelque sorte?
Alors, vous dépassez notre état de la recherche. La question, effectivement, on a fait des tests différents prenant des cépages qui poussent dans des environnements différents. Effectivement, bon, le phénotype, ce n'est pas que de l'environnement, c'est du génétique, mais c'est aussi du développement. Pardon. Et ce développement, aussi, qui est en relation avec l'environnement et avec la génétique, pour l'instant, on ne peut guère le comprendre. Donc, on voit que cette structuration morphologique, de la diversité morphologique, coïncide pas mal avec des aspects génétiques, mais on ne peut pas affirmer à 100% que ce que je vous ai montré correspond à une phylogénie, en tout cas. Donc je reste très très prudent. Pour l'instant, effectivement, je pense qu'il faut faire des croisements dirigés, progresser et travailler sur l'héritabilité de ces caractères-là. À savoir que si l'on a le chardonnay, qui est le descendant du croisement entre le gouais et le pinot, il s'avère que le chardonnay a une morphologie très proche d'un de ses parents, mais n'est pas intermédiaire, mais plutôt la morphologie de ses parents. Derrière tout ça, il y a le filtre de la sélection. On fait des croisements, on a des descendants, et puis l'homme, en dernier recours, va choisir. Donc c'est lui qui va orienter. Donc il y a pas mal de paramètres que pour l'instant, on n'arrive pas à appréhender véritablement. À une topologie similaire des arbres que vous avez déduits avec votre transformé elliptique et des marqueurs génétiques complètement indépendants Oui, et non sélectionnés. Hein, ouais, des marqueurs neutraux sur le plan de la sélection. Hein, on peut s'attendre à une similarité. La similarité que je vous ai montrée, en tout cas qui est partielle, elle est justement... Enfin, morphologie a des marqueurs neutres, justement. À des marqueurs neutres. Neutres, oui. Moi, j'ai une question naïve. Est-ce qu'il est possible de trouver dans les amphores du vin, dans des amphores qui seraient restés scellés, ou est-ce que vous trouvez uniquement des résidus du style acide tartrique? Alors, dans les amphores, il y avait du vin, mais il y avait généralement tout un tas de choses, hein, avec des fruits. Ce qu'on trouve, c'est de la poix, des résidus divers et variés. En tout cas, tout ce qui est liquide est très très sensible au temps. Donc, on peut trouver des bouillies avec une espèce de salade de fruits de mauvais état. Donc, effectivement, c'est peut-être du vin qu'il y avait, mais pour l'instant, c'est plus facile de travailler sur les résidus, les restes, et notamment l'acide tartrique. Et ces amphores-là, c'est quoi les plus anciennes, ces amphores qui contiennent des bouillies Sur notre sol, ce sont les amphores étrusques. Merci. Voilà. Oui, comme George Wilcox l'a fait pour les céréales, il nous en parlera peut-être tout à l'heure, est-ce que vous avez un petit peu une idée du temps qu'il faut pour passer de la forme sauvage à la forme domestiquée? Non. Il s'agit, on a parlé hier sur des espèces pérennes qui ont une longue durée de vie. Voilà, il y a l'olivier, le palmier, enfin en particulier l'olivier. Il va y avoir une différence si on étudie notre agrobiodiversité entre des plants que l'on va multiplier et un arbre majestueux qui aurait 1000 ans ou 1500 ans. Cet arbre-là, lui, serait probablement plus près de l'origine de domestication, donc serait issu de moins de générations. Mais la vigne, c'est un peu plus compliqué. Il s'agit d'une liane qui vit moins longtemps. Et donc non, malheureusement, je ne peux pas vous répondre. Ça serait trop beau. Vous avez mentionné le fait qu'en Géorgie, il y a 500 cépages identifiés. Au Portugal, il y a environ 450, si je ne me trompe pas, dont bien plus que 300 utilisés pour la production de vin. Est-ce qu'on s'attendrait à cette diversité? Derrière ma question, il y a la question, qu'est-ce que vous pensez l'existence d'un deuxième événement de domestication dans la péninsule ibérique? Eh bien, ces zones-là, donc les péninsules, sont connues pour d'autres modèles comme des centres de diversité. Donc, avec, dans ce cas-là, évidemment, Portugal, sud de l'Espagne,
il y a beaucoup de formes sauvages. Et on peut imaginer aussi, parce que le Portugal a été soumis à différentes influences, qu'il y a aussi l'importation d'une grande diversité qui ont été intégrées dans la viticulture locale, mais aussi l'amélioration végétale qui a conduit à d'autres variétés qui sont issues du croisement entre des variétés importées et des formes locales. Donc on est à ce chiffre-là. En France, on est entre 300 et 400 connus, reconnus. On en découvre toujours. Alors quelquefois, ce sont des cépages qui sont reconnus par l'instance l'OIV, mais qui ne poussent que dans des petites localités ou chez des arboriculteurs de ci, de là. On peut imaginer qu'il y a beaucoup plus de variétés que ça. Mais en Grèce aussi, c'est un hotspot de biodiversité. Ben, ça correspond, alors je ne sais pas, je peux voir Guillaume Bénard, correspond aussi à des centres, à des endroits où il y a une forte diversité variétale. En tout cas, c'est l'idée que je peux en faire maintenant.